Hotep, chers frères et sœurs kamites, l'heure est grave. L'heure est grave depuis, on va dire, 460 ou 450 ans. Donc là, on n'est plus dans une heure, on est carrément dans une ère. Pourquoi ça a mis tout ce temps? J'en connais pas la cause, mais il va falloir qu'ensemble, on décortique un peu la réaction qu'on devrait tous avoir pour constater effectivement que l'heure est grave et qu'il y a éventuellement une possibilité de passer à une autre étape. Pourquoi je dirais passer à une autre étape? Parce que depuis, on va dire, 100 ans, depuis qu'il y a eu beaucoup de kamites dans les écoles européennes qui ont eu une réflexion, il fallait faire des analyses sur ce qui n'allait pas en terre kamite, donc en Afrique. On a eu un discours assez réducteur sur le continent kamite, c'est-à-dire que on invectivait, on dénonçait, on n'était pas d'accord, mais on ne proposait pas des solutions. Jusqu'à aujourd'hui, les plus grands spécialistes des peuples kamites en tout genre, sociologues, architectes, médecins, philosophes, etc., font pas de proposition. Ils calomnient. Ah, voilà ce que les Africains font, qu'ils appellent, puisque notre nom réellement est kamite. Afrique, c'est passé d'une dame qui s'appelait Afriquia, qui a préféré donner son prénom à cette Afrique, qui était de Carthage, une princesse ou une reine, que sais-je. Nous sommes réellement des kamites. Kamite, c'est-à-dire terre sombre, terre noire, terre sombre. Kamite, c'est de l'ancien égyptien, à l'époque des pharaons, un pharaon noir. Les pharaons ont dirigé pendant 18 dynasties, et c'est les 3 dernières dynasties qui se sont, on va dire, blanchisées un peu, d'accord, avec les arrivées donc des Romains. Mais pendant près de 15 dynasties, ces pharaons étaient bien noirs. La preuve, on va jusqu'au Sénégal, la capitale même à l'époque de l'Égypte ancienne, c'est d'aller jusqu'au Sénégal. Aujourd'hui, on va jusqu'au Soudan, on retrouve 7 fois plus de pyramides qu'en Égypte, mais pas aussi pharaoniques que l'Égypte, mais des petites pyramides, mais il y en a beaucoup plus. C'est pour vous dire que toutes ces zones-là, depuis le Soudan, l'Égypte actuelle jusqu'au Sénégal, c'était ça qui était appelé donc l'Égypte. Bref. Donc, oui, je reviens donc sur ce terme kamite. Il y a donc urgence de considérer que la terre kamite, aux yeux justement des spécialistes, des professionnels, des intellectuels, n'est pas toujours à dénoncer. Il faut trouver maintenant des solutions. Aujourd'hui, la Chine envoie plusieurs satellites dans l'espace, ils envoient des fusées dans l'espace, l'Inde pareil, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, etc. Tout le monde le fait. L'Afrique du Sud le fait, pourquoi? Ce sont des Boers qui sont là-bas, donc des Hollandais. Comment ça se fait que l'Afrique ne le fait pas? Quand le Zaïre a voulu le faire, tout le monde s'est moqué de lui. Mobutu Sese Seko a essayé, tout le monde s'est moqué de lui. Je comprends que bon, il commence, il débute, mais il y a toujours un début à tout. Il faut commencer par quelque chose. Donc, on a une carence, pas simplement dans la technologie de pointe, on a une carence dans la réflexion. Nous sommes tout le temps en train de nous accuser de tous les maux. Nous sommes tout le temps en train de dénoncer la gabégie, la calomnie, l'incrédulité, la facilité, la bassesse. Épicure, c'est que de l'amusement. Nous sommes toujours en train de dénoncer des choses, mais nous ne proposons pas de solution. Nous ne proposons pas de solution. Pour arriver à solutionner toutes ces choses confuses, pour arriver à proposer donc des solutions, il faut comprendre la problématique. La problématique des peuples kamites. Donc, pour parler français comme vous l'entendez, donc et arriver à fédérer mon discours, je dirais donc kamite, Afrique. Donc, à chaque fois que je vais répéter kamite, je vais dire Afrique. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on commence par le début. Pas trop loin en arrière, mais par le début.
le début des difficultés en Afrique. L'Afrique a ses épopées depuis près de 100 000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 100 000 ans. Et quand on calcule l'an en Afrique, on a 110 450 ans. 110 450 ans. En Europe, le calendrier grégorien, nous sommes en 2020. En Chine, nous sommes en 8891, je crois. Parce que l'époque des Jeux Olympiques de Pékin, nous étions en 8888. Voilà pourquoi ils ont tenu à ce qu'il y ait les Jeux Olympiques et on leur a accordé ça. Parce que le chiffre fétiche porte bonheur chez les Chinois, okay, pour les shintoïstes et les bouddhistes, c'est le 8. Donc 8888, ok, c'était un 8. Août c'est 8 à 8h08. C'est là ils ont déclaré, ils ont ouvert donc la cérémonie des Jeux Olympiques de Pékin. Donc vérifiez, vous verrez. Donc là-bas, nous sommes donc sur cette terre-là. En Israël, on en a 3000 et quelques, etc. Donc il y a plusieurs façons de comprendre, la façon de compter, la façon d'objectiver son jour, ses périodes, ses mois, etc. Donc on n'est pas forcément dans un paradigme eurocentré partout où on va dans la planète. Il y a une vraie différence de compréhension du moment, du temps. D'accord? Donc, pour l'Afrique, normalement, nous sommes en 100 000 et quelques, etc., 100 400 et quelques. Bref, ce que je voulais préciser, c'est que, oui, cette Afrique, normalement, a évolué jusqu'à l'arrivée des premiers Occidentaux. Je dirais des premiers Arabes, les premiers Européens qui sont arrivés, c'était des Arabes. Puisque pour moi, les Arabes, ils viennent de l'Europe. Donc, les leucodermes arrivent au 6e siècle. Avant, on ne connaissait pas. Avant, on avait des grands empires. Quand ils arrivaient, ils ont rencontré le plus grand empire de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est pas l'Est qui sont passés dans le désert pour atteindre justement les grands empires d'Afrique de l'Ouest. C'était Ouagadougou, le royaume Ouagadougou. Et c'est ce royaume Ouagadougou qui, 400 ans après, s'est fait appeler l'empire du Ghana. Donc le royaume Ouagadougou, c'était en 800 avant l'ère grégorien. Après, il y a eu l'empire du Ghana qui était 400 avant l'ère grégorien, qui est venu jusqu'à 400 après l'ère grégorien. Et puis de 400 jusqu'à 1200, 1400, c'était l'empire du Mali. L'empire du Mali est resté quand même assez longtemps. D'accord? Donc quand les Almoravides arrivent, ils transforment un peu notre entendement, ils transforment nos us et coutumes, ils nous déportent depuis l'Afrique, donc au 7e siècle, vers l'Asie, en fait vers le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Il y a eu 17 millions de déportés, hommes, femmes et enfants, castrés et énuqués. Donc, les hommes ne pouvaient pas donc reproduire, c'était fait exprès, et les femmes étaient éventrées toutes les fois qu'elles tombaient enceintes. Voilà pourquoi, sur les 17 millions de déportés, on n'en trouve aucun, en tout cas un grand nombre, on n'en trouve pas grand-chose dans les pays arabes. Donc, je reviens sur le continent kamite. À l'époque donc du royaume de l'Empire du Mali, il se prépare une insurrection pour aller contre justement les régimes des Almoravides. À l'époque, c'était le roi Kosoy en 1004 qui se fait finalement décapiter. Et puis maintenant, on impose maintenant une charia en cette partie donc du peuple kamite. Donc les Maliens ont l'impression d'être musulmans nés. Quand je dis les Maliens, tous ceux de l'Afrique de l'Ouest, puisque à l'époque, on parlait beaucoup Fulani et Bambara. Et puis, avec l'arrivée donc des Almoravides, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui pour aller beaucoup plus au sud, pour créer avec aussi Tutu dans les années 1500, le royaume Ashanti. Donc le royaume Ashanti qui faisait depuis le Libéria jusqu'au Nigeria avec le royaume Yoruba. Donc, voilà les grands courants, je dirais, ethniques qu'on a. C'est-à-dire, cette ethnicisation s'est faite par la force des choses, à cause justement de l'invasion
arabo-musulmane. Donc au départ, nous sommes tous maliens. Et après, nous sommes devenus maliens, Ashanti, ok, et Yoruba. Mais tous ces gens-là, maliens, Ashanti, Yoruba, dans la langue, même dans la dialectique, on trouve les mêmes mots à peu près. Et tout ça, ça vient d'où? On vient tous du Tchad, donc de l'Égypte ancienne. Donc on est tous des Bantous. D'accord? Donc il y a une partie qui est venue donc sur l'ouest du continent kamite, et puis il y a une autre partie qui allait beaucoup plus au centre, du côté du Cameroun actuel, du côté, à l'époque ça s'appelait le Royaume du Congo, qui faisait à peu près 9 à 10 pays en Afrique centrale. Bref. Donc on est tous origine bantou, et après il y a eu des découpages entre les Swahili, les Bambara, les Fulani, les Ashanti et les Yoruba. Donc voilà ce que nous sommes réellement quand maintenant les Européens arrivent, c'est-à-dire les premiers conquistadors portugais. En 1425, quand ils arrivent, ils découvrent ça. Donc on a déjà été dispatchés en différents dialectes, mais c'était pas assez nombreux. Il n'y avait pas 2, 3, 4 000 dialectes comme on constate aujourd'hui. Il n'y avait que 4 dans la zone. Donc on n'était qu'un seul peuple avec ces 4 dialectes. Ok? Donc, quand je reviens sur le Kosoy en 1004, quand Kosoy tombe, ok, quand il est décapité, la zone est arabisée. Donc, du coup, on a eu Sundiata Keita qui arrive avec le Kurukan Fugan, qui crée ce qu'on appelle le droit de l'homme, la charte du droit de l'homme. Ça, c'est une valeur ajoutée pour les Maliens actuels, mais ils font une erreur parce que quand on parle de l'afrocentricité, à son paroxysme, on ne peut pas mettre en valeur justement le Kurukan Fugan, parce que le Kurukan Fugan a protégé a mis en valeur beaucoup de musulmans, c'est-à-dire d'imams. Quand on va dans le Kurukan Fugan, il y a l'article 3 qui demande à ce qu'on protège tous les imams de la contrée. Ça, c'était inéluctable, ça faisait partie de la charia numéro 3. Donc du coup, qu'on appelle maintenant avec Sundiata Keita, la charte des droits de l'homme. Donc je ne suis pas en train de m'invectiver contre la religion musulmane, mais je parle de la religion originelle des Kamites. Donc la religion musulmane a été imposée donc, dans cette zone par la force, par des décapitations, par des déportations, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu jusqu'à 17 millions de déportés. Donc, du coup, nous, dans cette zone, nous sommes divisés en plusieurs groupes à force de fuir. Avons créé 3, en 2, 4, 500 ans, on a arrivé à créer que 4 grandes zones de langues différentes. Arrivent en 1425 les premiers conquistadors portugais qui font des premiers échanges parce que les conquistadors portugais vivaient donc en Europe, et l'Europe, eux, voilà comment ils fonctionnaient. Il y avait des serfs, ce sont le peuple, ok, la plèbe, et puis il y avait l'aristocratie qui représente que 1% de la population, ils représentaient juste ça, et c'est eux qui asservissaient donc les serfs. Donc les serfs travaillaient pour eux gratuitement, et puis eux, cela coulait douce. L'église même était aristocratisée, hein, c'est-à-dire qu'il fallait être un aristocrate pour être un homme d'église, un homme de Dieu. Donc le rapport à Dieu était assez élitiste, d'accord? Donc ce n'était vraiment pas un rapport, comme je vous expliquais, vertical, mais il était horizontal. Donc je reprends. Le système européen était un système de caste qui se voulait l'assujettissement des autres. Donc les autres, c'était 99% de la population. Donc la plupart des esclaves, on les appelait esclaves. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui travaillaient comme des forçats vivaient à l'est de l'Europe, c'est-à-dire la Slovénie, la Slovaquie actuelle, la Hongrie, la Roumanie, etc. C'était des peuples slaves. La zone s'appelle slave, S-L-A-V-E. Donc, ils ont utilisé ces slaves pendant des milliers d'années, et finalement, le fait de dire slave est sorti maintenant comme un terme péjoratif. Donc, un slave, c'est quelqu'un qui travaille comme un forçat.
Donc finalement, on a assimilé travailler comme un forçat à l'appellation slave. Et quand les Anglais s'y sont mis dans la danse, eux, ils n'ont pas appelé ça slave, avec leur accent, ils ont dit slave. Donc slave est devenu travailler comme un forçat, alors que jusqu'à aujourd'hui, les peuples slaves vivent dans les zones slaves. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, je reprends. L'Europe de l'Ouest a utilisé l'Europe de l'Est pour son travail forcé, son travail de slave, son travail d'esclave, par définition. Donc, au départ, le mot forçat, travailler comme forçat, ça s'appelait nègre. Travailler comme un nègre. Donc, ce n'était pas lié à la couleur de la peau, c'était travailler, c'était une définition comportementale. Donc, les Slaves étaient appelés nègres. Et quand les Américains, je dis les Américains, quand les Européens, les Anglais s'y sont mis, Slave était slave. Slave, c'est comme travailler comme un nègre. Donc, on dit t'es slave. Donc, tout de suite, à partir du moment où t'es slave, tu viens de cette région, c'est que tu... voilà, quoi. On assimile à les travailleurs de nègres. Donc, travailler comme un nègre, c'est pas travailler avec la couleur de la peau, non, c'est travailler comme un forçat. Donc, travailler comme un slave. Donc, pendant près de 2000 ans, ces gens étaient appelés slaves nègres. Quand les conquistadors arrivent en 1425 et découvrent les premiers Arabes en bordure du royaume de l'Empire du Mali, qu'est-ce qui se passe? Il y a des premiers échanges qui se font. Les Arabes leur donnent 20 noirs, donc 20 kamites. On a appelé ça la période des 20 premiers noirs. Donc les 20 kamites démarrent depuis le royaume de l'Empire du Mali et ils arrivent au Portugal. Et on les échange contre les Européens, donc les Slaves, les nègres, et puis eux, les kamites commencent à travailler. On voit qu'ils supportent la chaleur, ils supportent le froid, ils supportent les travaux champêtres, ils supportent la dureté du travail, excusez-moi, ils supportent tout. Ils s'acclimatent, ils s'adaptent, c'est des travailleurs acharnés. Donc au fur et à mesure, on change maintenant les nègres slaves contre les nègres kamites. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on nous a appelés nègres. Donc quand quelqu'un se te dit « je suis fier d'être nègre », c'est un gars inculte. Il ne sait pas ce que ça veut dire, le mot nègre. Donc voilà pourquoi un blanc, quand il te dit nègre, il rajoute sale. Devant ou avant? Devant ou après? Sale nègre ou nègre sale. Ok? Donc, non, soyez pas fiers, parce que nègre, c'est travailleur forçat. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Donc, on ne peut pas être fier d'être travailleur forçat. D'accord? Donc, ils utilisent donc les premiers noirs, les premiers donc kamites. J'utilise le terme noir pour ceux qui ne comprennent toujours pas que kamite, c'est ça, c'est terre sombre chez nous ici. Donc, ils nous utilisent, les 20 premiers, comme des forçats, comme des nègres. Et puis finalement, petit à petit, ils remplacent les Slaves de l'Europe de l'Est par les nègres kamites. Et puis, jusqu'en 1632, où à l'époque, le plus grand pays au monde était la Hollande. La plus grande plaque et place boursière en Europe, c'était la Hollande. C'était Amsterdam. Ils étaient comme aujourd'hui les États-Unis ou comme aujourd'hui la Chine. La Hollande était le pays le plus puissant du monde. Leurs activités étaient basées sur l'agriculture, notamment les fleurs. Ils vendaient les tulipes. Et en 1632, il y a eu le premier krach boursier en Hollande, donc du monde, dans le monde occidental, qu'ils appelaient le krach des tulipes. Une tulipe, une fleur, valait le coût d'un salaire d'un ouvrier à l'année. Donc, ils sont entrés dans une inflation galopante et ils se sont dit, attention, il faut absolument qu'on aille voir ailleurs. Entre-temps, quelques siècles auparavant, Amerigo Vespucci et Christophe Colomb avaient découvert donc Tarana, donc ce qu'ils appellent aujourd'hui l'Amérique. Mais elle n'était pas encore peuplée, cette Amérique-là. Donc, cette terre était là-bas, les appartenait. Ils avaient déjà commencé
à exterminer les Arapaho, les Sioux, les Apaches, les Comanches, donc c'était les habitants, les autochtones de Tarana. Et puis, petit à petit, ils se sont dit, attention, avec cette crise en 1632, il fallait donc trouver un nouveau monde. Donc, d'un commun accord, tous les Européens ont décidé d'aller vers le nouveau monde. Italiens, Français, Espagnols, Suisses, Allemands, Suédois, tout le monde a choisi d'aller vers le nouveau monde. Chacun a pris sa parcelle dans ce continent et partait avec la main-d'œuvre. Donc la traite négrière a duré 400 ans. De l'Afrique vers l'Europe, c'est-à-dire en termes kamites vers l'Europe, ça a duré 200 ans, donc 1425 jusqu'en 1632. Et de 1635 jusqu'à l'abolition de l'esclavage, puisqu'il y a eu plusieurs abolitions de l'esclavage, c'est fait de façon triangulaire, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, Europe, Amérique, ou éventuellement Afrique, Amérique. D'accord? Mais Afrique, Amérique ou Afrique, Europe, Amérique, ça a commencé à partir de 1632. Parce qu'il fallait, 1635 du moins, parce qu'il fallait qu'ils partent avec leur main-d'œuvre en Amérique, pour que nous, on puisse travailler pour eux. C'est comme ça que les Africains, les Kamites, se sont retrouvés de force en Amérique pour travailler pour eux. Donc, imaginez-vous, vous décidez de créer une société. Et dans votre société, vous avez 2000 employés. Et vos 2000 employés, vous ne les payez pas. La masse salariale de 2000 employés, si vous devez sortir 100 ou 200 000 francs CFA par mois, vous vous rendez compte? 200 000 fois 1000, on est à combien? On a 200 millions. Donc, voilà. 200 000 fois 1000, on a 200 millions. Multiplié par 2, ça fait quoi? 400 millions. Ok? 2000 personnes, 400 000. Vous avez sorti cet argent-là où? Nulle part, parce que vous n'en avez pas, ou si même vous en avez, vous faites des économies parce que tous ces gens travaillent gratuitement pour vous. Donc, à partir du moment où on crée un concept esclavagiste, donc tous les entrepreneurs sont devenus de facto multimillionnaires parce qu'ils avaient un nombre incommensurable de gens qui travaillent gratuitement pour eux. Et c'est comme ça, pendant 400 ans, le business s'est monté dans le reste du monde, en tout cas pour les Occidentaux. Donc toutes les sociétés que vous entendez aujourd'hui, depuis 1615, depuis 1700 et quelques, depuis 1800, voilà, jusqu'à aujourd'hui, oui, elles sont là, pérennes, oui, stables, parce que pendant près de 400 ans, nous avons travaillé gratuitement pour leurs arrière-emplois. Et aujourd'hui, ils en profitent. Mais qui a mis fin à cette gabégie? Qui a mis fin à cela? Et c'est là que je vais terminer et on parlera après pour le reste, parce qu'on ne peut pas tout dire en une vidéo. Qui a mis fin à cela? C'est un enfant du Glélé, un roi du côté de l'ancien Dahomey, c'est-à-dire le royaume d'Abomey, l'actuel Bénin où je suis, qui est déporté en Haïti et qui se fait maintenant appeler Boukman. Et lui, il dit non, lui, il n'est pas qui que ce soit d'esclave, il n'est pas esclave, il n'est pas boukman, il est le fils du roi Glélé, et bientôt il sera intronisé roi, il n'est pas question que lui, il soit là dans les champs en train de jouer à l'esclave, non. Donc il doit se rébeller. Donc il crée un parti qu'on appelle le parti vaudou démocrate, parce qu'à l'époque, ce n'était pas ce culte que vous connaissez, où les gens salissaient, où on lançait des sorts, etc. Non, c'était un vaudou très simple et très naturel. Donc, il crée un parti qu'on appelle le parti vaudou démocrate, comme en Amérique, comme en Allemagne, il y a les partis chrétiens démocrates, en Amérique aussi, partout. Donc, il crée un parti qu'on appelle le parti vaudou démocrate, et il fait une réunion à Bois-Caïman. Il réunit 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400. Il se retrouve avec presque toute la colonie des esclaves, ok, mais d'une seule voix, qui supportent, qui tiennent le combat. Et il déclare la guerre. En 1791, il déclare la guerre à la plus grande armée de l'époque, l'armée de Napoléon, l'armée française. La guerre bat son plein et quelques mois plus tard, Boukman, pris dans une embuscade, se fait tuer. Et il est remplacé tout de suite par Toussaint Louverture et Dessalines. Toussaint Louverture, qui était, je crois, général de, si je me trompe pas, général même de l'armée de France, de l'armée de Napoléon, et puis qui tiennent le bambou,
Et puis jusqu'en 1804, ils font tomber l'armée française et ils sont contraints de déclarer cette zone du monde libre et indépendante. Mais c'est un drame, vous vous rendez compte? Toute la population mondiale européenne, eurocentrée, travaille sur un système d'assujettissement d'une population. Ils travaillent gratuitement pour eux. Et ce business s'est établi depuis près de 400 ans. Et il y a un homme qui arrive et qui fait changer toute une contrée et qui libère donc, entre guillemets, ces animaux, puisqu'on était considérés comme des animaux, c'est des esclaves, c'est des nègres. Et c'est-à-dire que ces animaux-là, aujourd'hui, décident de ne plus vivre dans une condition animale. Sur les 9 millions de déportés en Amérique, il y a eu 5 millions, sur 9 millions, il y a eu 5 millions au Brésil. Dans le Brésil, il y a eu 4 millions simplement à Salvador de Bahia et 1 million dans le reste du Brésil. Donc, les colons se sont dit, attention, les négriers se sont dit, si ça touche Salvador de Bahia, nous on a tout faux. Toute l'économie du monde va toucher le sol. Déjà, on a eu le krach des tulipes en 632. S'il faille maintenant avoir un krach boursier mais mondial, à cause justement de la libération de ces nègres, nous on aura un souci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une autre méthode pour assujettir les Noirs tout en leur faisant croire qu'ils sont libres. Donc on annonce la couleur qu'ils sont libres. Donc il y a eu 1, 2, 3 déclarations de la libération des nègres. Moi, cette déclaration ne m'intéresse pas. Pourquoi? Je n'ai même pas envie de citer des dates, puisque nous sommes encore sous le joug justement de cette oligarchie-là. On a donc décidé de faire croire donc à ces gens qu'ils sont libres. Aujourd'hui, Haïti a payé combien de millions de dollars aux États-Unis, à la France, aux États-Unis pendant près de 200 ans. Chaque année, je crois qu'on leur prenait 500 millions de dollars, quelque chose comme ça, pour dédommagement. Oui, parce qu'il fallait dédommager les négriers. Donc aujourd'hui, pour passer donc à cette libération, ils nous ont dit, bon écoutez, on va abolir l'esclavage, mais il va falloir que vous réfléchissiez comme nous, vous pensiez comme nous. Et si vous pensez comme nous, et si vous adoptez notre mode de culture, notre mode de pensée, notre mode religieux, on vous passera la main. Donc ils ont mis en place ce qu'on appelle la diabolisation du vaudou. Il y a des livres qui sont sortis, il y a des tonnes et des tonnes de livres qui parlent de ça, où il faut expliquer que la seule chose qui est arrivée à unifier les Noirs pour ne plus qu'aujourd'hui on nous appelle esclaves et qu'on soit traités comme des esclaves et qu'on soit entre guillemets libres, physiquement du moins. Ils se sont dit non, il faut absolument qu'on passe maintenant à la phase psychologique, beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus subtile. Donc, on va leur dire que ce qui les a unis est quelque chose de grave. C'est du vaudou, c'est donc de la saleté, c'est des choses pour s'entretuer, c'est des choses pour se faire du mal, c'est des choses de Satan, etc. Mais quand on va en Europe, il y a le satanisme en Europe, ils ne font pas le vaudou. Le satanisme en Europe s'appelle Cassandre. La Cassandrie, c'est-à-dire que faire des choses de Cassandre. Une Cassandre, c'est une sorcière. En France, il y a des Cassandres. Il y a eu la période du Directoire avec Napoléon, où il a fait ce qu'on appelle le procès des empoisonneurs, où il a tué près de 600 sorciers et sorcières. C'était des vaudous? Non, c'était des Cassandres. Dans tous les peuples au monde, il y a des sorciers. On ne les a pas assimilés à leur religion. Comment on veut assimiler chez nous les sorciers au vaudou? Non. Tous ceux qui font de la sorcellerie ne font pas du vaudou. Le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc, à partir du moment où vous intégrez que votre religion est pure sorcellerie, donc c'est fini. Tout le monde la fuit. Tout le monde se fuit. Puisque la religion, c'est quoi? C'est les liens entre les hommes. C'est pas vertical, c'est horizontal. Donc, les Noirs ont commencé à se haïr, à se détester. On met les grands contre les petits, les femmes contre les hommes, les métis contre les Noirs, etc., etc. Et finalement, on s'est regardé en chien de faïence et on a tous adopté le comportement de l'autre. Il y a une partie qui est devenue chrétienne, il y a une partie qui est devenue musulmane, il y a une partie qui est devenue bushido. Je vous dis, il y a plein de noirs juifs. Bon, les falachas qui disent non, ils préfèrent être noirs
Fadasha d'Israël, alors que l'Égypte était là avant Israël. Hein. Mais son origine religieuse, il ne prend pas par l'Égypte, hein, il prend après l'Égypte. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Mais on ne choisit pas sa culture religieuse, non. Ça, c'est de l'apostasie. Le fait de jouer, de changer, de sa spiritualité, non. La spiritualité, même si on ne la pratique pas, elle est liée à nos ancêtres. Et tant qu'on ira à nos ancêtres, je ne vous demande pas d'arriver au vaudou. Parce que ce qu'on a aujourd'hui du vaudou, il y a beaucoup. On va dire à 60%, il y a beaucoup qui sont dans le faux. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe. Donc on ne peut pas comme ça se lancer dans quelque chose de spirituel qu'on ne connaît pas. Donc il faut vraiment être un initié pour aller sur la vérité et sur des choses saines. Donc je ne vous demande pas d'aller vers là-bas. Faites ce que vous allez à faire, mais la chose est présentée. Voilà donc la problématique qu'on a. Aujourd'hui, nous avons adopté de façon inconsciente la façon de penser, de réfléchir du blanc, du locodème, de l'arabe, du chinois, du tout ce que vous voulez, mais pas de nous. Pas de nous. Donc à partir du moment où nous ne sommes pas en symbiose, vous voulez construire quoi? Aujourd'hui, vous êtes fiers d'être ivoirien. Mais être ivoirien, c'est accepter la date de 1885 du traité de Berlin de Bismarck. Nous étions, nous, en terre à Chantilly, quand en 1889, une fois qu'ils ont fini de faire leur délimitation, en 1889, ils décident d'installer de façon effective la colonisation. Donc ils arrivent en 1889 et ils trouvent des peuples qui sont là. Ils leur disent, hey, les gars, ici, là, c'est devenu maintenant la Côte d'Ivoire. On leur dit non, non. Ici, ça s'appelait Assini, c'est la partie ouest du royaume à Chantilly, c'est pas la Côte d'Ivoire. On leur dit non. Maintenant, il y a des nouvelles découpes. Là-haut, c'est la haute, c'est la haute et la basse Volta. Tout ça, ça va faire partie donc de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah non, nous, on n'est pas d'accord. Il y a eu donc une guerre qu'on appelle la guerre d'Assini. Il y a eu 25 000 morts pour ne pas qu'on se fasse appeler Ivoirien. 25 000 morts, messieurs. Au Ghana, pareil, pour ne pas qu'on se fasse appeler Ghanéen, il y a eu des morts. Au Togoland, pareil, puisque le Ghana, une partie du Ghana détachée s'appelait Togoland, et c'est Togoland qui est devenu maintenant après Togo. Il y a eu toutes ces zones-là, royaume à Chantilly, il n'y a eu que des guerres pour ne pas qu'on se fasse appeler ce que nous sommes aujourd'hui, et pour la plupart, fiers. Vous vous rendez compte, vous êtes fiers d'être Ivoirien avec un drapeau. Ben mon Dieu, on ne vous jette pas comme ça une nationalité au visage et vous en faites quelque chose de grandiloquent, mais c'est extraordinairement petit. Et le commun des mortels, le Codem, quand il voit ça, il se dit, mais comment ces Kamites là, je dirais même ces nègres, arrivent à réfléchir petitement? Pourquoi ils commencent leurs origines juste après le traité de Berlin? Et quand on parle de ça à nos frères Kamites, ils nous disent non, ça fait vieux. Mais alors qu'aujourd'hui, dans les décrets, dans les traités, en France ou en Espagne ou je ne sais pas où, mais on tient compte des traités qui datent de 1400, de 1500, etc. Ils sont dans une continuité civilisationnelle. Non. Au nom de Allah, au nom de Jésus, au nom de Bushido, au nom de Chakra, au nom de Shiva, au nom de Mitra. Messieurs, vous vous réveillez? Comment on va s'unir? Sur quelle base? Sur justement le mercantilisme, c'est-à-dire, ah, tu sais, viens t'associer avec moi, on va gagner beaucoup d'argent. Ah bon? Beaucoup d'argent? Mais depuis quand on t'enterre avec de l'argent? Depuis quand on a enterré quelqu'un, on a dit, on enterre un milliardaire. Il a été milliardaire dans sa vie. Tout le monde applaudit comme oraison funèbre. Vous avez déjà entendu une oraison funèbre où on dit, ah, il a été milliardaire dans sa vie, ah, il était milliardaire. Non, il faut poser des actes, il faut poser des actions. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous voulez juste avoir des maisons, des voitures, des châteaux, beaucoup de femmes, beaucoup de... C'est tout. Vivre comme des animaux. Qu'est-ce qu'on fait de la Kamite? Qu'est-ce qu'on fait de ce peuple-là? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, nous, décider de développer la Côte d'Ivoire. Voilà l'URSS, l'Europe de l'Ouest, puisque eux, ils pensent toujours de façon inconsciente que l'URSS, ils sont toujours leurs slaves. Donc l'Europe de l'Ouest voulait démanteler l'URSS.
sous la perestroïka, avec Gorbatchev, tout ça, en ligne de mire. Et puis finalement, heureusement que Poutine est arrivé, mais il a eu du mal, il s'est défait quand même de certains pays, voilà, certaines contrées maintenant qui ont pris leur indépendance, notamment l'Ukraine, etc., malheureusement pour lui, mais Dieu merci, il a gardé au moins les 90%, sinon c'était l'hécatombe pour la Russie. Mais nous, on nous a divisés, et vous êtes fiers d'être Togolais, fiers d'être Béninois, fiers d'être Sénégalais, mais des choses qu'on vous a données il n'y a même pas 2-3 jours. Demain, ils vont revenir encore, hein, parce qu'eux, ils ont la bombe nucléaire, les gars. Ils peuvent décider de nous diviser. Vous faites quoi encore? Vous allez attendre 50 ans pour vous acclimater et vous approprier une nouvelle identité? Mais les Européens ont subi aussi. Le jour des Almoravides, quand ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, ils ont changé carrément le paysage sociologique et historiographique français. Bordeaux, ça s'appelait Bordoum. C'est eux qui ont créé ces villes-là. C'est les Arabes qui ont créé Bordeaux. Bordeaux ne s'est jamais appelé Bordeaux à l'époque. Ça s'appelait Bordoum. Carcassonne, ça s'appelait Carcazoum. Béziers, ça s'appelait Berzoum. Narbonne, ça s'appelait Narboun. C'était des noms arabes. Et quand les Français ont repoussé depuis Poitiers tous ces Almoravides, ils ont récupéré ces noms et ils les ont francisés et ils ont donné une nouvelle, ils ont récupéré leur nationalité. Voilà. La France d'avant, naguère, est toujours restée la même. Lutèce a grandi, est devenu Paris, qui a grandi, qui est devenu maintenant ce qu'on connaît aujourd'hui. On est dans une continuité, un projet civilisationnel. Vous vous attendez que le locoderme arrive, découpe, décapite, tue, pille, viole, séquestre, et vous dit, ok, à partir d'aujourd'hui, voilà ta nouvelle nationalité, voilà ton nouveau drapeau, sois-en fier, et puis ostracise-toi, et puis fais de tous ceux qui sont autour de toi tes étrangers. Ah là, on a un problème maintenant, les gars. Du coup, on s'est créé des étrangers. Depuis quand la Côte d'Ivoire existe? Moi, je ne me suis jamais fait appeler Ivoirien. Parce que même si on doit se faire appeler Ivoirien, puisqu'on veut faire de la récupération, Houphouët-Boigny, paix à son âme, premier président de ce pays, a décidé que la Côte d'Ivoire serait un nom propre. Donc, on n'est plus Ivoirien, on est Côte d'Ivoirien, normalement. Ivoirien, c'est pour Côte d'Ivoire, quand on dit Costa de Marfil, quand on dit Ivory Coast. Mais maintenant, un Espagnol va te dire Côte d'Ivoire, un Anglais va te dire Côte d'Ivoire. Donc, on est Côte d'Ivoirien. C'est comme l'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, c'est pas des Américains, c'est des États-Uniens. Voilà la vraie appellation. Voilà, parce que Américain, c'est le continent. Même les Canadiens sont Américains. D'accord? Donc, on est Côte d'Ivoirien. Ça vous va, là, les gars? Vous êtes Côte d'Ivoirien. Donc, un peu d'urgente, un peu de réflexion. Je voudrais juste appeler tout le monde à débattre, ok, et puis s'échanger les vrais ou les faux, les émissions. Moi, je peux apprendre de vous, comme vous pouvez apprendre de moi. C'est un échange, mais il faut se réveiller. Parce que tant qu'on dort, on est en sommeil. Et quand on dort, on ne peut pas travailler. Moi, je ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un qui est en train de dormir. Et je ne peux que confier quelque chose à quelqu'un qui est en éveil. Donc, mesdames, messieurs, Kamit, réveillez-vous. Allez, au TEP.